est ravi d'être ici avec vous pour vous présenter les résultats préliminaires intermédiaires de l'étude multi-pays qui est faite par Médecins sans frontières sur le diagnostic de la tuberculose chez les enfants. On va aller sur une présentation rapide du projet tactique. Qu'est-ce qu'on fait? Et après, on enchaîne avec les résultats intermédiaires guidés par nos collègues Elena Huerga et Emily Briskin. Postérieurement, nous allons discuter sur les résultats spécifiques de l'étude de faisabilité et d'acceptabilité avec Sophia Payotte. Puis, on aura un panel qui va vous donner les leçons tirées de la mise en œuvre des algorithmes dans certains sites de l'étude avec Dr Angeline Doré, avec Dr Farouk Oumarou et avec Dr Jasmine Armour. Puis, nous allons laisser un espace pour les questions et réponses. Diapositive. Donc, pour ceux qui sont là à BMSF, peut-être vous avez déjà entendu parler de tactique. C'est un projet qui essaye de mettre en œuvre un focus plus important sur la tuberculose pédiatrique, qui reste une problématique négligée, avec quelque chose qu'on n'arrive pas à faire encore un travail de bonne qualité, surtout dans les projets non verticaux. Vous savez que toutes les 3 minutes, un enfant meurt de la tuberculose et la plupart de ces enfants qui décèdent de tuberculose n'ont jamais été diagnostiqués. Donc, nous voulons réduire le nombre de décès qui sont dus à la tuberculose chez les enfants en augmentant le nombre d'enfants qui sont mis sous traitement et prévention. C'est encore très difficile de faire le diagnostic de la tuberculose chez les enfants, en lien surtout par le fait qu'il y a très peu, c'est très difficile d'obtenir des bacilles de la tuberculose chez les enfants. C'est très difficile de le faire cracher pour les tests qu'on a aujourd'hui de meilleure qualité. Donc, on n'a pas un test diagnostic de bonne qualité. Dans cette idée-là, récemment, il y a eu des nouvelles recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour essayer d'améliorer et de donner plus d'outils aux cliniciens dans leur capacité de mettre des enfants sous traitement. Donc, notre projet, il a 3 grands piliers. Le premier, c'est mettre en œuvre dans les contextes humanitaires et les projets MSF ces nouvelles recommandations de l'OMS. En particulier, on va vous parler de ces nouveaux outils d'aide au diagnostic clinique qui permettent de faire des diagnostics sans avoir de tests confirmatoires ou en absence aussi de radiographie ou avec l'appui de radiographie dans certaines manières, mais aussi en mettant un focus sur la partie clinique. Et on veut renforcer les capacités cliniques de formation et soutenir les différentes équipes à mettre en œuvre ces recommandations dans nos projets avec la complexité que cela entraîne dans des projets qui sont déjà surchargés et qui ont de multiples autres priorités. Le deuxième, et c'est le focus de cette session, c'est la recherche opérationnelle qui a été faite sur 5 sites où on essaie de voir la faisabilité, l'acceptabilité et la validation des recommandations, en particulier sur les outils d'aide au diagnostic clinique. Et la TB étant souvent sous le contrôle des ministères de la Santé des pays partenaires, nous devons travailler avec eux, avec un énorme composant de plaidoyer dans les pays et au niveau international pour mettre en œuvre les nouvelles recommandations, mais aussi pallier le gap actuel dans la partie de développement de nouveaux outils adaptés aux enfants, en particulier sur la prévention et sur le diagnostic. Donc, ces 3 piliers comportent Tactique, qui est un projet avec une composante assez importante de recherche. Je passe la parole à Elena Huerga, qui est coordinatrice principale de cette recherche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Bonjour à tous. Donc, nous allons présenter aujourd'hui des résultats préliminaires de l'étude TB-ALGOPED. Donc, cette étude vise à évaluer la performance diagnostique et la faisabilité de la mise en œuvre de 2 nouveaux algorithmes de décision thérapeutique pour la tuberculose pulmonaire chez les enfants. Les objectifs principaux de cette étude sont d'évaluer la performance diagnostique des nouveaux algorithmes de décision thérapeutique pour la tuberculose, de documenter la cascade diagnostique en utilisant ces algorithmes et d'évaluer la faisabilité et l'acceptabilité de la mise en œuvre. Nous avons aussi des objectifs secondaires dans l'étude, évaluer l'évolution clinique et la mortalité à 2 mois de suivi,
la performance diagnostique des différents outils pour le diagnostic de la tuberculose, documenter les taux de notification des cas avant et après la mise en œuvre des algorithmes et évaluer la proportion des patients éligibles à un traitement de 4 mois et la faisabilité de ces traitements des 4 mois. Voici les deux algorithmes qui ont été recommandés par l'OMS. Donc, la différence entre les algorithmes A et B est seulement au niveau des scores. L'algorithme A est pour des contextes avec accès à la radiographie et un score pour ceci. Et l'algorithme B est fait pour des contextes sans accès à la radiographie thoracique. Donc, les éléments clés de ces algorithmes sont d'abord d'identifier les enfants présentant un risque élevé de progression rapide de la tuberculose. Et ça, c'est les enfants qui ont moins de 2 ans, qui vivent avec le VIH ou qui ont une malnutrition aiguë sévère. Si l'enfant a un risque élevé de progression rapide, alors on procède à faire des examens diagnostiques de la tuberculose et les scores. Les examens diagnostiques de la tuberculose sont les examens qu'on utilise habituellement, les GeneXpert, les TB-LAM pour ceux qui sont VIH positifs ou la radiographie quand c'est disponible. Les antécédents des contacts avec une personne atteinte de tuberculose est aussi pris en compte dans l'algorithme. Donc, si l'enfant a un risque élevé, nous allons faire directement les examens diagnostiques et aussi les scores qui est basé sur les signes et symptômes de la tuberculose ou la radiographie. Et s'il n'a pas un risque élevé de progression rapide, alors nous allons traiter les affections non tuberculeuses et réexaminer après 1 ou 2 semaines. Les scores, comme j'ai dit, est basé sur les signes et symptômes de tuberculose et sur la radiographie. Et si le score est plus de 10, alors l'algorithme propose de traiter les enfants et sinon de réévaluer l'enfant après 1 ou 2 semaines. Cette étude a 3 composantes, une étude diagnostique prospective pour évaluer la performance diagnostique des algorithmes, une analyse des données des programmes de routine pour documenter la notification des cas avant et après la mise en place, et une étude à méthode mixte pour évaluer la faisabilité et l'acceptabilité de la mise en œuvre de ces algorithmes. Regardons maintenant pour l'étude diagnostique. Alors, comme j'ai dit, nous présentons ici des résultats intermédiaires. Nous sommes encore en train de conduire cette étude. La population d'étude est les enfants de moins de 10 ans présentant des symptômes de tuberculose. C'est la même population qui est éligible pour les algorithmes. Et nous sommes en train de faire cette étude dans 5 pays, Guinée, Niger, Nigeria, Soudan du Sud et Ouganda. Certains pays se focalisent sur des populations d'enfants spécifiques. Par exemple, en Guinée, on inclut dans l'étude que les enfants vivant avec le VIH, au Niger et au Nigeria, que des enfants malnutris. Les procédures de l'étude diagnostique sont les mêmes que pour l'algorithme, un examen clinique, un test GeneXpert quand c'est disponible, un test LAM pour les enfants vivant avec le VIH et radiographie quand c'est disponible. En plus de ces tests de routine, nous faisons aussi certains tests à des fins de recherche, comme les tests LAM de 3e génération et l'ultrason au Sud-Soudan. Et en plus, il y a aussi la culture faite en Ouganda. Pour la partie analyse des données et programmes, nous faisons un examen des registres des établissements de santé et des registres de tuberculose. Regardons maintenant les caractéristiques de la population d'études pour l'étude diagnostique. Pour ces résultats intermédiaires, nous avons inclus 1613 patients. Et les tableaux montrent les caractéristiques démographiques et cliniques par pays. Si nous regardons maintenant tous les enfants, nous voyons que l'âge médian est basse, autour de 200. La plupart des enfants de l'étude étaient hospitalisés et la plupart avaient un risque élevé de progression rapide. Alors, les 3 éléments pour ces risques élevés sont la malnutrition sévère, 72% des enfants, et la moitié avait moins de 2 ans, et le 3e élément, c'est vivant avec le VIH, 10% des enfants.
Maintenant, si nous regardons ces caractéristiques encore par pays, comme j'ai dit précédemment, la Guinée focalise sur les enfants vivant avec le VIH et ils sont tous ambulatoires. Nigeria, Niger et Sud-Soudan ont surtout des enfants hospitalisés et malnutris sévères, et l'Ouganda plus d'enfants ambulatoires. Voici les étapes de la cascade diagnostique qui ont été effectuées. Parmi tous les enfants inclus dans l'étude, 82% avaient un test GeneXpert effectué. 71 de ceux qui vivaient avec le VIH ont eu un test LAM effectué. Un tiers des enfants avaient une radiographie pulmonaire effectuée. Et la plupart d'enfants avaient un score de l'algorithme A ou B effectué. 2 tiers des enfants qui étaient éligibles pour une visite de suivi sont venus à la visite de suivi. En ce qui concerne les débuts des traitements antituberculose, parmi tous les enfants qui ont été inclus dans l'étude, qui avaient des symptômes, des signes et symptômes de tuberculose, un quart ont été diagnostiqués de tuberculose et mis sous traitement. La plupart ont été diagnostiqués et mis sous traitement à la première visite, donc dans un délai de 10 semaines. Les raisons principales pour commencer un traitement antituberculeux étaient, en suivant la cascade diagnostique, étaient pour les 430 enfants qui ont été mis sous traitement, 7% avaient un test expert positif, 6% un test LAM positif, presque 20% avaient un contact avec une personne atteinte de tuberculose et la plupart des enfants étaient mis sous traitement parce que le score de l'algorithme était plus de 10. Nous regardons maintenant par certains groupes spécifiques d'enfants, ceux qui n'avaient pas un risque élevé de progression rapide. Pour ce groupe, une raison importante pour la mise sous traitement était avoir un contact de tuberculose. Et pour ceux qui étaient VIH positif, une raison importante était avoir un test LAM positif. Il faut signaler que la plupart des enfants qui avaient un test expert positif ou un test LAM positif avaient également un score plus de 10, donc ils seraient mis sous traitement par rapport à ces scores de toute façon. Maintenant, nous avons regardé les taux de positivité du test GeneXpert chez les enfants qui ont été testés. Globalement, ces taux de positivité étaient de 3%. Si nous regardons maintenant par chaque échantillon, l'aspiration gastrique avait un taux de positivité aussi de 3%, les selles 2%, l'aspiration nasopharyngée et les aiguillons de langue 1%. Nous avons aussi évalué la performance diagnostique des nouveaux algorithmes. Comme j'ai déjà répété, ça c'est des résultats intérimaires, sont sur 1354 enfants. Pour faire cette évaluation de la performance diagnostique, nous avons comparé les recommandations de l'algorithme pour traiter ou pas traiter avec une définition des cas des enfants classifiés comme ayant une tuberculose ou n'ayant pas une tuberculose en fonction des définitions des cas de consensus international pour la tuberculose intrathoracique chez les enfants. Et nous avons vu que la sensibilité était de 91% et la spécificité de 87%. Maintenant, je passe la parole à Émilie pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Elena. Je vais parler un peu de l'impact des algorithmes sur la détection des cas présumés de la tuberculose. Nous voyons ici sur cette diapo que nous avons fait une petite analyse avec les données historiques et les données de routine dans les projets. On voit dans les graphes, les barres bleues représentent les admissions dans les centres de santé, les hôpitaux, et la ligne verte représente le pourcentage des enfants qui étaient des cas présumés de tuberculose à travers le temps. Et la barre rouge nous montre quand les algorithmes ont été mis en œuvre. Donc, on voit qu'au Nigeria,
Après la mise en œuvre de l'algorithme, il y avait une augmentation claire dans la proportion des enfants admis à l'hôpital qui étaient aussi des cas présumés de tuberculose. On voit aussi la même tendance au Sud-Soudan, qu'après la mise en œuvre de l'algorithme, il y a aussi une augmentation de la pourcentage des enfants qui sont des cas présumés de tuberculose. Nous avons également examiné la proportion des enfants qui ont été mis sous traitement antituberculeux avant et après la mise en œuvre des algorithmes. Dans le tableau à gauche, on peut voir le pourcentage des enfants mis sous traitement avant et après implémentation de l'algo dans les 5 pays. Et on voit que dans chacun des 5 pays, il y a une augmentation dans ce pourcentage après la mise en œuvre de l'algorithme, mais cette augmentation peut varier entre les pays. Et pour illustrer un peu plus cette tendance, on a montré les graphiques pour Malakal au Sud-Soudan et aussi pour Conakry en Guinée. Donc, au Sud-Soudan, on voit qu'après la mise en œuvre de l'algorithme, il y avait une augmentation en général dans la proportion des enfants qui ont été mis sous traitement antituberculeux. Et on voit aussi à Conakry, en Guinée, qu'avant la mise en œuvre de l'algorithme, la proportion des enfants mis sous traitement anti-TB, c'était environ 0,4%, mais après l'implémentation, il y avait une augmentation. Et on voit qu'il y a un pic, surtout dans les premiers mois après la mise en œuvre de l'algorithme. Et ça a diminué un peu dans les mois après. Et pour nous, ça fait sens parce qu'à Conakry, en Guinée, nous travaillons avec une population des enfants vivant avec le VIH et c'est en cohorte des enfants qui reviennent dans les centres de santé tous les 2 mois pour les soins. Donc, comme il s'agit des mêmes enfants qui sont revus plusieurs fois, ça fait du sens qu'on a vu un petit pic parce qu'on a trouvé probablement des cas qui existaient déjà et que ça a diminué après. Donc, en termes de conclusion, pour cette partie de l'étude diagnostique, comme Elena et moi viennent d'expliquer un peu, on voit que la performance diagnostique des nouveaux algorithmes recommandés par l'OMS était élevée. Les algorithmes ont permis d'augmenter la proportion d'enfants mis sous traitement anti-TB, en particulier lors de la première évaluation. Les scores cliniques et radiologiques des algorithmes étaient très utiles. Le résultat du score était la principale raison de commencer un traitement antituberculeux. On voit aussi que les antécédents de contact avec la tuberculose étaient une raison essentielle et fréquente du traitement antituberculeux, en particulier chez les enfants qui n'avaient pas de risque élevé de progression rapide de la TB. La positivité du gène expert était la raison pour un traitement anti-TB chez une plus faible proportion des enfants. On voit aussi que le test TB-LAM était utile pour le diagnostic des enfants vivant avec le VIH et il y a une augmentation de la détection des cas présumés de tuberculose et du traitement anti-TB a été observé dans tous les sites de l'étude après la mise en œuvre des algorithmes. Merci beaucoup. Je passe la parole à Sophia. Merci, Amélie. Alors, maintenant, je vous propose, on vient de voir donc, la partie étude diagnostique. Maintenant, je vous propose de regarder quelques résultats intermédiaires de la partie de l'étude sur la faisabilité et l'acceptabilité. Donc, cette étude de faisabilité et acceptabilité, on la réalise dans 3 pays, des 5 pays de l'étude diagnostique, à Conakry, à Maradoufa et à Mbalala. Donc, la conception de l'étude, c'est une étude à méthode mixte. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats issus des entretiens individuels et des focus group avec les agents de santé, donc des infirmiers, des médecins, et des entretiens avec les accompagnants d'enfants symptomatiques qui ont bénéficié en fait d'un diagnostic grâce aux algorithmes. Pour commencer, nous avons demandé aux agents de santé quels étaient les obstacles qu'ils rencontraient pour diagnostiquer la TB chez les enfants avant l'implémentation des algorithmes.
Et ils nous ont fait part des différents types de barrières à différents niveaux. Donc, tout d'abord, au niveau des établissements de santé, ils mettaient en avant la panne des scanners, le manque de tests, par exemple le Gene Expert, pour pouvoir réaliser le diagnostic. Ils parlaient aussi de la dépendance de l'équipement d'autres établissements de santé, parfois, pour pouvoir procéder au diagnostic. À ce niveau-là, après l'implémentation des algorithmes, ils expliquent qu'il y a, grâce aux algorithmes, il y a eu un gain d'autonomie pour les centres de santé, que les algorithmes ont permis aussi d'accélérer la décision de traitement. Néanmoins, il y a une augmentation de la charge de travail. Au niveau plus particulièrement des agents de santé, les barrières qu'ils rencontraient, c'était donc le manque de connaissances et le fait que finalement identifier les signes de la tuberculose était difficile. À ce niveau-là, après l'implémentation des algorithmes, ils mettent en avant qu'en fait le score surtout des algorithmes est très apprécié parce que ça revient à une preuve tangible pour eux pour pouvoir décider le traitement. Il y a aussi un sentiment d'efficacité et d'autonomie grâce à ce score et au fait de pouvoir diagnostiquer plus et plus des cas. Ils mettent en avant aussi que c'est facile à utiliser pour l'ensemble du personnel, donc pas seulement pour les médecins, mais aussi pour les infirmiers. Et ils expliquent qu'il y a une amélioration des compétences professionnelles, notamment grâce aux formations. Et à ce niveau-là, au niveau des agents de santé, j'aimerais juste faire une pause pour vous présenter le cas du Niger, qui est très intéressant parce qu'il parle en fait des différents types d'adoption des algorithmes. En fait, le cas du Niger montre que la motivation à utiliser les algorithmes peut varier en fonction du rôle, du statut et du niveau d'implication des agents de santé. Par exemple, des médecins, lors d'un focus group, expliquaient qu'il faut absolument respecter leur autonomie et leur raisonnement clinique. D'un autre côté, des focus groups que nous avons réalisés avec des infirmiers qui ont été formés, qui ont été impliqués dans l'implémentation des algorithmes, faisaient part du fait qu'ils étaient fiers et qu'il y a un sentiment de reconnaissance grâce au fait que maintenant ils peuvent diagnostiquer plus et plus des cas. Par exemple, la citation qui dit « Avant, vraiment, les enfants souffraient. Maintenant, avec cet algorithme, on arrive à dépister, on arrive à avoir des cas. » Mais vraiment, nous, c'est une fierté pour nous. Vraiment, on est vu. Et néanmoins, les infirmiers qui ont été formés, mais qui n'ont pas été impliqués dans l'implémentation, dans l'utilisation des algorithmes, expriment de la frustration et un sentiment d'exclusion. Par exemple, cette citation qui dit « Ben non, ce sont les médecins uniquement qui remplissent ça. Si on avait été bien formés par rapport à cet algorithme, nous aussi, on allait les remplir. » Le médecin, il n'est pas le seul employé ici, c'est nous qui sommes tout le temps en contact avec ces enfants-là. Maintenant, je vous propose de regarder le dernier niveau d'obstacles que les agents de santé rencontraient avant l'implémentation des algorithmes pour diagnostiquer la TB. Donc, dans les 3 sites, ils mettent en avant que c'est difficile au niveau de l'interaction avec les accompagnants, surtout avec les accompagnantes, donc les mères des enfants, dû à un manque de connaissances sur la TB, à la peur de la stigmatisation et au retard dans la recherche des soins. À ce niveau-là, on a voulu savoir comment ça se passe après l'implémentation des algorithmes. Et en fait, selon les agents de santé, les résultats des algorithmes sont impactés par les barrières de communication avec les accompagnants. Et je vais préciser un peu plus dans la prochaine slide. Alors voilà, donc ils mettent en avant qu'il y a différents types de barrières de communication avec les accompagnants. On retrouve au niveau interne. D'après eux, je cite, les algorithmes s'appuient sur la volonté et la capacité des mères à répondre. Donc, ils expliquent que parfois, il y a une impossibilité d'estimer la durée des symptômes ou alors une incapacité à différencier certains signes de la tuberculose, par exemple les sueurs nocturnes et la fièvre.
En plus, parfois, c'est difficile d'avoir les informations par des silences ou des informations vagues par peur de la stigmatisation. Et enfin, d'autres barrières de communication plutôt externes dues au fait qu'on est dans des contextes multilingues et que parfois les agents de santé ne parlent pas forcément la langue des accompagnants. À ce niveau-là, ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est qu'il y a, les agents de santé expliquent qu'ils ont développé des stratégies de communication, d'un côté pour poser des questions compréhensibles et en même temps spécifiques sur les signes et les symptômes, et d'un autre côté pour interpréter les réponses des accompagnantes. Maintenant, quelques résultats intermédiaires concernant l'accompagnement, la perception des accompagnants. On retrouve dans les récits des attitudes et des expériences positives liées au processus des diagnostics et l'expression de la satisfaction à différents niveaux, que ce soit pour la gratuité des soins ou alors une appréciation de la compétence des agents de santé. Ils apprécient également leur adaptation aux besoins, par exemple en termes de langue parlée, de la rapidité de prise en charge et la qualité et la performance des tests. Ensuite, pour ce qui concerne la compréhension du processus diagnostique, cela est variable en fonction des cas et des pays. Je rappelle donc qu'au Niger, on est face à une population masse, en Guinée, face à une population vivant avec le VIH, et en Ouganda, une population générale. Et donc, on retrouve que la compréhension du processus diagnostique est plutôt faible au Niger. En revanche, il y a plutôt une bonne compréhension de l'objectif préventif en Guinée, et la compréhension est variable en Ouganda. Plus spécifiquement, pour ce qui est des accompagnants d'enfants dont la tuberculose a été diagnostiquée, ils mettent en avant un sentiment d'efficacité du fait que le traitement et les visites régulières donnent aux accompagnants un sentiment de contrôle et de fierté. Et néanmoins, il y a des efforts, notamment en termes de transport, des déplacements qui sont coûteux, et des efforts logistiques aussi pour assister aux visites et administrer le traitement. Donc, pour résumer, les leçons tirées des résultats intermédiaires sont, donc d'un côté, les algorithmes sont acceptables par les agents de santé car ils offrent une certaine autonomie, facilitent le diagnostic et permettent à un plus grand nombre d'enfants de suivre un traitement anti-tuberculeux. Ensuite, l'adoption des algorithmes est motivée par le gain de légitimité et du sentiment d'efficacité. La mise en œuvre des algorithmes permet de surmonter certains obstacles liés au diagnostic de la tuberculose. Cependant, des obstacles persistent, notamment au niveau des accompagnants, en termes de stigmatisation, de manque de connaissances sur la TIM. Et concernant justement les accompagnants, le processus diagnostique est acceptable, mais néanmoins, les résultats nous montrent que le niveau de compréhension du diagnostic et des examens associés varie en fonction du site et de la population. Donc, ces résultats intermédiaires nous permettent déjà de nous poser des questions sur le futur. Par exemple, comment faciliter la communication entre les agents de santé et les accompagnants, comment continuer à soutenir l'autonomie et les compétences des agents de santé, mais aussi dans quelle mesure les pratiques de diagnostic doivent-elles être standardisées. Pour la suite, les prochaines étapes que nous avons prévues, c'est de comprendre un peu plus l'évolution des pratiques et les changements potentiels de la mise en œuvre des algorithmes. Et maintenant que nous avons vu quelques résultats intermédiaires sur la faisabilité et acceptabilité, je passe la parole à Angeline pour avoir une vision plus détaillée des expériences nationales. Merci Sophia. En Guinée, nous avions eu quelques défis et aussi des solutions ont été trouvées. Le premier défi, c'était les difficultés d'utilisation des algorithmes, surtout au début. Et pour cela, nous avions eu à faire des formations et le suivi continu. Et deuxième défi, c'était la faible réalisation de la visite à J7, J14.
Et pour cela, nous avions eu à faire des discussions avec des cliniciens pour informer les parents au cas où il y a des enfants qui ne s'améliorent pas de se retourner. Et le troisième défi, c'était la période d'adaptation à l'utilisation de l'algorithme pour la décision de mise sous traitement en utilisant le score. Vu la sensibilité des algos, donc la décision du clinicien reste toujours un aspect dans l'utilisation des algorithmes. Et le quatrième défi, c'était la disponibilité limitée de la radiographie pour l'utilisation de l'algorithme A. Et comme solution, c'était en cas d'insuffisance ou manque de disponibilité des radios, mettre en place l'algorithme B sans radio. Et continuer aussi à renforcer la capacité des personnels de santé en radiographie. Comme cinquième défi, c'était la faible réalisation du GNSPR dans les selles. Et nous avions eu des difficultés pour avoir les échantillons. Donc, du coup, il s'agissait de continuer d'étudier la faisabilité et la pertinence des examens GNSPR dans les selles, surtout en ambulatoire. Merci pour ce, je passe la parole à Dr Farouk. Merci beaucoup, Angéline, donc, pour la parole. Donc, par rapport au contexte, donc, par rapport au contexte, le contexte nigérien qui est un peu presque similaire donc, à celui de la Guinée, mais beaucoup plus en lien avec la période de haute prévalence de la malnutrition. Donc, c'était durant le pic, avec l'arrivée souvent aussi des nouveaux staffs, presque quasi quotidiens, donc qui nécessitaient cette formation continue comme solution alternative qu'on a trouvée. Et également un peu jouer sur la durée d'hospitalisation pour les enfants avec faibles symptômes présentifs après au moins 72 heures et systématiquement pour les enfants avec des symptômes présomptifs qui sont très francs. D'autres défis logistiques en lien avec des pannes régulières de l'appareil donc de la radiographie où nous avons opté comme alternative faire ces clichés donc à l'externe de l'hôpital en attendant l'installation donc de nouvelles radios qui avaient été commandées par MSF. Et l'accessibilité aussi ici, et l'accessibilité aux moyens paracliniques, que ce soit radio, que ce soit le GenExpert, même si c'est disponible devant l'afflux souvent des enfants, un certain nombre de critères ont été définis pour pouvoir filtrer donc le flux des patients qui sont quand même candidats donc à cette exploration paraclinique à la radio ou bien donc au niveau du GenExpert. Autre challenge, c'est aussi en lien avec des ruptures, donc en lien avec des ruptures transitoires en traitement, donc antituberculeux. Donc, les molécules antituberculeuses ont été un moment en rupture. Donc, où nous avons travaillé de concert avec les MOH qui ont trouvé cette stratégie de redéploiement d'autres stocks dormants dans un autre site, donc vers cet hôpital où l'implémentation a eu lieu. Parallèlement, MSF également avait commandé donc un tampon circuit d'entrant qui avait permis de pouvoir surmonter tous ces défis. Un autre défi aussi non négligeable, c'est celui par rapport au suivi des enfants une fois mis sous traitement, parce que le projet se trouve sur la frontière, donc sur la frontière du Nigeria. Du coup, le projet accueille une double population, celle du Niger et également celle du Nigeria. Donc, dans ce sens, le suivi s'avère perplexe compte tenu de certaines circonstances économiques, géographiques et même sécuritaires. Donc, en lien avec les structures de soins, en perspective, nous avons mis un système de collaboration avec les districts qui sont frontaliers du Niger. Donc, on collabore entre les deux focaux des deux ministères du Niger et également du Nigeria qui a permis un peu de juguler ces défis en perspective. Voilà un peu en substance les défis et les solutions en lien avec donc cette activité de mise en œuvre des dernières recommandations. Je vais passer la parole à Jasmine. Merci beaucoup. Merci. Je vais parler un peu des leçons de l'implémentation. Notre mise en œuvre programmatique des algorithmes était alignée un peu avec le début de la recherche et ça s'agissait d'une occasion de saisir cette expérience pratique de la mise en œuvre. Et mes collègues sur le terrain ont parlé déjà sur certains défis qu'ils ont dû relever, mais nous avons également étudié le processus et les enseignements de chacun des 5 sites de l'étude. Et qu'est-ce qu'on a appris? Il y a beaucoup de choses et c'est un peu impossible de les faire tenir tous en 2 minutes, mais il y a un message clé.
c'est que même si les algorithmes eux-mêmes ne sont pas trop difficiles en termes de contenu clinique, ne sont pas changés vraiment la pratique de diagnostiquer les enfants, mais ils doivent être considérés comme une intervention sanitaire complexe. C'est parce que ces algos comportent des multiples étapes, différents points d'entrée et de sortie, différents parcours de patients et de transition temporelle en fonction de leurs facteurs de risque. Et l'utilisation des algorithmes peut être influencée par des différents contextes cliniques, les différents décideurs cliniques et la disponibilité des ressources. Et en plus, les algos constituent un parcours de soins par opposition à une intervention ou un test unique. Ces algos doivent également être intégrés à des parcours plus larges des soins pédiatriques dans les différents types d'établissements. Et nous avons observé qu'une mise en œuvre efficace implique la compréhension, la planification et l'action dans 4 domaines clés qui sont contexte, personne, processus et des outils. Le contexte s'agit le cadre général qui influence les obstacles et les facilitateurs spécifiques de l'utilisation des algos et quelques exemples qui pourraient être nécessaires dans chacun de ces 3 autres domaines sont mis en évidence sur la diapositive. Prochaine diapositive, merci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette information, en fait, c'est pas trop nouveau et je suis d'accord. Mais nous avons observé avec notre documentation que même quand nous comprenons la théorie sur la manière d'aborder une intervention complexe, nous, les agents de soins de santé, avons tendance de concentrer sur les aspects plus immédiats et mesurables d'une intervention. Par exemple, l'offre de formation, et aussi sur les choses comme approvisionnement en examen diagnostic comme le GeneXpert. Et ces éléments sont sûrement importants, mais en tant que partie de l'ensemble. Ils ne constituent pas des étapes limitant une taux unique. Et nous avons observé qu'il peut-être c'est aussi important de concentrer un peu plus sur les domaines de la planification et de la gestion de la processus de l'implémentation. Il s'agit notamment d'évaluer le besoin et l'impact d'une augmentation du nombre d'enfants diagnostiqués en avance et de planifier en accord avec une connaissance de contexte et aussi de piloter l'utilisation des algos, de les évaluer et de renforcer nos parcours de soins, intégrer les connaissances et maintenir l'utilisation des algorithmes au fil du temps. Le résumé de notre travail est présenté dans un rapport complet et il y a aussi une code QR et je pense que quelqu'un va aussi mettre le lien dans le chat. Merci beaucoup. Cet rapport comprend des informations complémentaires sur l'expérience de la mise en œuvre dans les 5 sites de l'étude et détaille le processus, les défis et les leçons et comprend également un modèle de théorie de changement qui est un modèle de l'implémentation avec des entrants et des activités qui rapportent aux 4 domaines clés, le contexte, les personnes, les outils et les processus. Et ça, c'est un cadre suggéré pour soutenir une stratégie de mise en œuvre de plus haut niveau. Merci pour votre attention. Je passe à Elena pour les derniers messages. Merci. Merci beaucoup, Yasmine. Voilà, donc pour les derniers messages sur ces résultats intérimaires de l'étude TB AlgoPED, nous avons observé que les nouveaux algorithmes permettent d'augmenter la proportion d'enfants mis sous traitement antituberculeux, en particulier lors de la première évaluation et surtout basés sur l'examen clinique. Et nous avons aussi vu que la mise en place des algorithmes augmente la détection des cas présomptifs de TB et des traitements de la tuberculose. Les nouveaux algorithmes ont été bien acceptés par les personnels de santé, en particulier dans les centres de santé disposant de personnels moins qualifiés et dans les soins ambulatoires. La mise en œuvre des algorithmes dans de divers contextes et populations des 5 pays ont montré l'importance de la formation continue et le maintien d'une pratique clinique solide et intégrée.
Et au final, ces résultats intérimaires montrent que dans l'ensemble, les nouveaux algorithmes recommandés par l'OMS sont performants, permettent d'augmenter le nombre d'enfants traités pour la tuberculose et aident les professionnels de santé à prendre des décisions concernant les diagnostics de la tuberculose chez les enfants. Si vous voulez savoir plus sur les projets tactiques ou sur l'étude TB Algoped, vous pouvez visiter ces pages web et nous allons mettre aussi ces liens dans les chats du webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous les participants, à l'équipe de recherche et à tous les partenaires. Merci. Merci Elena et merci à tous les présentateurs de l'équipe de recherche, à Elena, Émilie, Sophia, Angéline, Farouk et Jasmine. On passe à la partie où on pourra avoir des questions et des réponses et insister aussi que l'étude a montré de bons résultats, mais après, comme vous savez, dans la réalité de nos projets, il y a des soucis de l'opérationnalisation. Donc bien sûr, le succès de cette étude fait qu'on met plus d'enfants sous traitement TB et mettre plus d'enfants sous traitement de tuberculose, ça a des implications opérationnelles en termes de charge de travail, en termes de ressources, en termes de demande d'accès aux médicaments, dans un moment où ce n'est pas garanti que les pays auront accès à ces traitements. Donc, ça entraîne beaucoup de discussions, mais c'est des discussions intéressantes parce qu'on a maintenant une problématique qu'on voyait moins et que maintenant, elle apparaît en fait. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut lever la main, qui veut poser une question. J'ai pas encore vu de questions sur le chat de questions-réponses. Il y a un Maoudou Bono qui lève la main. Je ne sais pas, on va essayer de vous donner la parole et si on n'arrive pas, on va vous laisser écrire votre question. Vas-y, allez-y. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, je vous suis depuis le Mozambique. Je suis le directeur technique de Elizabeth Glaser Pediatrical Foundation au Mozambique et je suis très content des résultats que vous avez eus avec votre recherche dans ces différents pays. Je voudrais juste vous demander si, avec les défis que vous venez d'énumérer et qui compromettent l'opérationnalisation, c'est une analyse de coût qui a déjà été faite et qui pourrait orienter sur ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il faut prévoir comme ressources, ce qu'il faut prévoir comme différents moyens à mettre en place pour que dès qu'on met, pour pouvoir mettre cela en place, ce qu'il faut prévoir pour avoir du succès. Merci beaucoup. Une question assez large, donc je vais juste répondre sur la partie opérationnelle. Donc l'étude, en plus de l'étude, dans ce qu'on vous a montré, on a un bras d'implémentation et dans ce bras, on développe une boîte à outils. Dans cette boîte à outils, on essaie de développer des éléments qui vont aider exactement au projet d'analyser quelles sont leurs problématiques et en fonction des recommandations de l'OMS, lesquelles peuvent être appliquées au projet et certains outils opérationnels et des outils de formation qui pourraient leur aider à implémenter correctement. Si vous prenez l'algorithme de l'OMS uniquement sans prendre en compte, comme vous dites, les ressources nécessaires, par exemple, vous n'avez pas accès au traitement ou vous n'avez pas estimé correctement combien de traitements seront nécessaires, ça sera un challenge. Donc, parmi les outils, on a un petit calculateur qui permet d'estimer le potentiel nombre de nouveaux cas qui vont être détectés avec tous les éléments de chaque contexte, la difficulté d'estimer. Mais en fonction de ça, on peut prévoir combien de traitements additionnels. Après, les ressources humaines, on sait aussi que c'est compliqué. L'outil entraîne parfois un ajustement qui doit être fait au nombre de ressources humaines pour faire correctement cette application. Donc, ce n'est pas directement que ça peut être fait. Et donc, c'est important de pouvoir ajuster ces ressources humaines. Et on sait que c'est pas évident dans tous les endroits, en fait. Je peux peut-être, Daniel, répondre à la question analyse coût-efficacité. Juste pour dire que nous n'avions pas prévu de faire ce type d'études coût-efficacité. Donc, nous ne les faisons pas, mais je sais qu'il y a d'autres groupes de recherche
qui vont regarder les coûts-efficacité des algorithmes. Donc, probablement, on aura des résultats par d'autres groupes de recherche dans les mois à venir. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions? Donc, encore une fois, parmi, il s'agit d'une des recommandations de l'OMS. On essaye donc de bien dire qu'il y en a d'autres qui font pas uniquement, qui ne ciblent pas forcément uniquement dans la détection. Il y a d'autres recommandations dans les traitements pour les cas contacts. Et il y a d'autres recommandations dans l'accès au traitement court. Donc, on vous invite à rentrer dans le site de Tactic pour voir le scope large du projet qui insiste sur les autres éléments. Dans la lutte pour améliorer l'accès aux soins des enfants avec tuberculose, on doit aussi travailler avec les autres éléments pour essayer de réduire le gap de diagnostic, de prévention et de traitement. Je ne sais pas si je vous pose juste une question, docteur, c'est pour nos implémenteurs et qui ont docteur Farouk, par exemple, s'il y a d'autres éléments en particulier, vous voulez insister sur les challenges que vous avez notés, par exemple, au Niger. Oui, Daniel, en tout cas, c'est au-delà de ce petit résumé. Donc, tu avais déjà développé cet aspect, déjà par rapport, parce que pour la plupart, ce sont des projets qui ne sont pas verticaux, donc dans le cadre de la tuberculose. Donc, ça, déjà, ce travail, je vois quelques-uns qui sont déjà connectés, avec qui on a eu ces discussions. Je prends DIFA, déjà que j'ai vu DIFA connecté actuellement. Donc, ça fait partie de toutes ces questions qu'on est en train d'analyser, c'est-à-dire comment faire des adaptations en fonction des opérations déjà en cours et maintenant, peut-être encore dans une large mesure, resoumettre encore les discussions au niveau des différentes centres de décision, peut-être des OC, comme ça pour voir qu'est-ce qui peut être fait encore, peut-être, et quelles autres recommandations pourraient être ajoutées. D'emblée, souvent, ce n'est pas tous les projets qui peuvent intégrer donc toutes ces recommandations au même moment. Mais les algorithmes peuvent être intégrés, mais maintenant par rapport au court traitement, là, parce que pour la plupart, déjà l'activité ici, le leader même de l'activité est pris par le MWatch. Donc, ce qui fait que cette activité de prévention, là, ça va demander encore d'autres analyses, donc d'autres réflexions, comment ficeler l'activité. Donc, tout ça, ça fait partie aussi du challenge, mais qu'on est en train déjà de discuter avec les projets. J'ai vu Imed, si c'est bien Imed en copie, peut-être tu peux ajouter quelque chose. J'ai vu Imed connecté, s'il peut ajouter quelque chose par rapport à ces discussions. Merci. Je ne sais pas si notre collègue que vous avez mentionné est Oh connecté. non, j'ai oublié, oui, non, j'ai oublié que, voilà, oui, ils sont tous coupés, ils sont tous coupés, désolé, oui. Donc, en effet, c'était un peu ça, parce qu'actuellement, c'est toutes les questions qu'on est en train d'analyser avec les différentes équipes des différentes OC qui sont sur la mission. Donc, comment faire ces adaptations-là en fonction des opérations qui sont menées, donc, par chacun des OC, et dans une large mesure, parce qu'il y a le programme national aussi qui est là. Le programme déjà national du Niger, hein, je ne sais pas s'ils sont déjà connectés, qui est déjà dans cette même lancée, donc d'harmonisation de la politique nationale par rapport à l'alignement de ces recommandations de l'OMS 2022, et qui demande aussi beaucoup de choses, hein, donc qui demande beaucoup de choses parce qu'il faut faire la révision du protocole, la vulgarisation, la formation à l'échelle nationale. Tout ça, ça demande quand même tout un tas de trucs qui demandent l'appui un peu, si je peux me permettre, des États, mais bien sûr aussi des partenaires. Ouais. Merci beaucoup, docteur Farouk, qui est donc notre point focal au Niger et qui est dans une implémentation intersection et qui était aussi en train de travailler dans l'étude initialement. Cathy, est-ce que j'avais vu que vous aviez levé la main? Je ne sais pas si vous vouliez faire un autre commentaire dans les dernières minutes. Oui, merci. Non, je voulais juste dire que bravo à toute l'équipe, c'est très bon résultat. Je voulais juste réfléchir sur l'implémentation parce que les études
documente l'implémentation, mais on est en train de faire l'implémentation dans d'autres pays parce que TechTeach maintenant c'est pour 12 pays dans l'implémentation. Et je pense que la valeur ajoutée de ces recherches, c'est de vraiment nous aider dans l'implémentation programmatique. Et je pense que c'est ça que ça a à faire. Par contre, je pense qu'on n'a pas fini. Je pense qu'il y a des questions qui restent et on ne peut pas rester sur cette étude. Je pense qu'il y a des questions, surtout chez les enfants malnutris, qu'on voit dans tous nos projets. Quelle est la meilleure façon d'utiliser ces algorithmes et est-ce qu'il faut les adaptations? Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espace pour continuer des recherches et pour répondre à ces questions. Merci, Daniel. Au revoir. Merci, Cathy. Je laisse la parole à Dr. Angeline ou Amélie qui voulait un commentaire. Oui, merci, Daniel. Au fait, il y a un grand défi qui continue pour la Guinée, c'est surtout par rapport aux intrants antituberculeux, parce que le programme doit faire sa quantification seulement à partir de 2026. Du coup, 2025, là, nous serons obligés toujours de couvrir le gap, parce que dans la planification, c'est chaque 3 ans chez eux, et cette année n'est pas couverte. N'est pas couverte pour les approvisionnements. Donc, on sera obligé encore de toujours couvrir ces gaps pendant 2025 encore pour les antituberculeux. Parce que cette période-là, tout a été couvert par MSF. Donc, c'est un grand souci pour nous. Effectivement, c'est un énorme souci qui met la tuberculose encore au centre de ça. Donc, je ne sais pas si Elena, vous avez un commentaire dessus? Oui, c'était plus pour répondre à la question qui est sur le chat. Donc, vas-y, si tu veux terminer de commenter la première question. Je pense que on a un souci d'accès au traitement. On pensait qu'on ne serait pas autant. Nos messages avant, c'est les traitements pour la TB pédiatrique qui sont accessibles et c'était de pallier le gap, surtout sur le diagnostic et sur les accès au traitement préventif. Et les schémas courts, mais maintenant on aura un souci structurel dans presque tous les endroits pour l'accès au traitement, probablement plus l'année prochaine que cette année. Et c'est difficile de quantifier cette problématique. Et on sait que tous les projets pédiatriques aussi, il faut savoir que tous les projets pédiatriques nutritionnels, d'accès aux vaccinations, tout ça qui touche l'état nutritionnel ou d'immunité des enfants ont un impact sur les prévalences et incidences de tuberculose. Donc tout ce qui touchera sur cette partie-là aurait un impact sur les prévalences et incidences de tuberculose dans les zones où on travaille. Donc ça remet ce sujet qui est négligé au centre. Donc on pense que cette étude, elle est particulièrement intéressante pour nos projets qui ne sont pas des projets qui travaillent sur la tuberculose. Donc c'est pour ça que cette étude, elle est importante. On parle ici à une communauté beaucoup plus large qui travaille avec des enfants malades en général. Et je vous laisse, Elena, pour la question suivante sur le chat, sur l'intégration et l'opéralisation. Oui, merci. C'était juste pour partager aussi, parce que je pense que cette question est tout à fait pertinente et on a répondu partiellement déjà à la partie sur l'intégration dans les services dans des endroits où il y a déjà plusieurs services qui se font à la fois. Mais par rapport aussi à la complexité du suivi des traitements, c'était pour partager aussi les expériences des Sud-Soudan qui ont été partagées ce matin dans les webinaires en anglais, où ils sont aussi les mêmes défis par rapport au suivi des enfants dans un contexte avec énormément de déplacements des populations et des réfugiés, et comme Dr Farouk aussi l'a mentionné. Donc pour eux, une des solutions qu'eux, ils avaient trouvées pour les diagnostics au moins, c'était d'essayer de faire le maximum de la procédure diagnostique à la première visite pour justement ne pas avoir à revoir les enfants dans une deuxième visite. Donc, ils essayent de faire le maximum à la première visite des enfants. Et bien sûr, ça n'empêche pas qu'après, ils sont des
des défis pour le suivi, pour ceux qui ont été mis sous traitement. Mais voilà, c'était pour partager cette expérience aussi. Merci beaucoup, Elena. Donc, comme dire, tous ces contextes qui ont été mis dans l'étude ne sont pas des contextes faciles. Donc, ce qu'on a appris là, en particulier Sud-Soudan, Niger, Nigeria, c'est particulièrement important. On n'a pas choisi que des endroits tranquilles. Et donc, on apprend beaucoup de cette opération. Et c'était des contextes qui avaient des pics de malnutrition, pics palud. Donc, c'est pas des contextes faciles du tout. Le focus n'est pas à la tuberculose. Les résultats montrent de l'importance d'avoir fait ces études dans ces endroits-là, parce que le gap était très important. Je regarde encore le chat de questions s'il y a autre chose. Donc, bien sûr, on va partager, on essaie de remettre le lien qui est là dans le chat pour plus d'informations sur la recherche, dans le lien d'Épicentre, et en particulier sur le projet plus large de tactique. Aussi, vous avez la page MSF Tactique qui vous donne plus d'informations. N'hésitez pas non plus à nous contacter pour plus d'informations. Je vois une dernière question du projet de DIFA. Allez-y. J'ai essayé de vous donner les droits de parole. Ouais, c'est bon. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ok, très bien. Donc, je joins le docteur Raouf parce il m'a passé la parole, mais j'avais des données que je dois partager. Juste une situation générale de DIFA à propos de tuberculose des cas TB et la comparaison entre 2023 et 2024. Hein. Donc, en général, ici, dans la région de Difa, dans la cohorte de 2023, il y avait, dans la région de Difa, en général, mais ministériel, donc il y avait 345 cas qui ont été suivis. Et durant le premier semestre 2024, il y avait le recensement de 388 nouveaux cas suite à une campagne de dépistage actif faite au niveau de la région durant le premier semestre de l'année 2024. Hein. Ça indique aussi sur la gravité de la situation. Et sur notre base de données HMIS, si on compare 2024 avec 2023, si je vous partage les données, il y en a 190 cas mentionnés dans notre base de données, mais 2023, il y en a 60 cas. Vous voyez la différence, plus de 192 quelque chose % d'augmentation des cas, qui décrit la gravité de la situation. Les difficultés rencontrées, comme il vient de mentionner le docteur Raouf qui était ici au projet, il y a l'instabilité des staffs, même si on forme les staffs, ils changent l'affectation. L'état de rupture répétée des intrants, que ce soit les lames pour la microscopie ou que ce soit pour les cassettes, les réactifs pour les génie experts. Donc, c'est ça les deux au niveau des structures. Le défi côté périphérie, les cas de perte de vue. Donc, par rapport à l'indicateur présenté par le ministère, ils disent que ils ont 7% des cas sont perdus de vue. Hein. Donc, c'est un peu ça la situation générale au niveau de projet. Côté ministère, ils sont ouverts de la collaboration et d'appliquer ce qui est nouveau et de recommandations de la part de l'OMS aussi et MSF en collaboration avec le ministère. Donc, on est en train de travailler sur ça. Dr Raouf, il a commencé à implémenter la formation et le renforcement des capacités des staffs, mais un travail qui doit être en continuel et bien planifié. Donc, c'est un peu ça côté projet DIFA Niger. Merci. Excellent. Merci beaucoup pour partager cette expérience directe, des challenges réels.
dans l'opérationnalisation. Donc, s'il n'y en a pas plus de questions, j'ai juste un dernier commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de l'équipe de recherche qui veut mentionner un autre élément sur des challenges rencontrés dans leur pays? Allez-y, notre collègue du Mozambique. Merci beaucoup. J'avais une question sur le chat, sur le coût. Est-ce que de votre expérience, il y a une limitation des pays de l'accès aux médicaments dû au coût de ces médicaments? Parce que j'entends la collègue, je ne sais plus de quel pays, qui dit que cette année, la planification n'a pas été prise en compte et qu'il y a un gap qu'il va falloir couvrir. Mais est-ce que vous avez rencontré ce genre de défi qui fait que, et comme MSF est bien connu pour ses campagnes pour baisser les prix, et qui nécessiterait de cette possibilité? Merci beaucoup. Peut-être, docteur Angéline, vous pouvez peut-être préciser particulièrement pour la Guinée, comment est le mécanisme qui n'est pas trop lié au prix du médicament, mais à la planification de l'accès au traitement avec le mécanisme actuel de... Oui, au fait, en Guinée, la planification se fait avec le Fonds mondial. C'est que chaque 3 ans, ils font une stratégie. Leur plan national stratégique, ils planifient pour 3 ans. Et en fonction de ça, ils font des commandes de médicaments qui vont couvrir les 3 ans. Et du coup, notre étude est venue au cours des 3 ans, étant donné que chaque année, on pouvait avoir, juste prendre un exemple, on peut avoir 5 enfants sous traitement antituberculeux. Du coup, dans leur planification, dans tel centre, on peut avoir 5. Maintenant, nous, avec notre étude, nous avions eu plus de 5 enfants. Donc, avant juste de commencer l'étude, le programme national, on avait contacté et ils nous ont donné l'aval de faire l'étude, mais qu'ils n'ont pas de médicaments pour couvrir. Donc, si nous pouvons fournir les intrants, et nous pouvons faire aussi l'étude, juste ils ont quand même besoin d'avoir les enfants parce que c'était l'un des défis, parce qu'ils avaient toujours l'indicateur qui n'était pas atteint par rapport au nombre d'enfants détectés. Mais il ne suffit pas d'avoir le nombre d'enfants détectés. S'ils n'arrivent pas à traiter aussi ces enfants, ça allait être grave. Donc, du coup, MSF avait accepté de couvrir le gap pendant cette période d'études. Maintenant que nous avions fait l'étude et l'étude est terminée, on doit continuer les activités dans la routine. Du coup, on se trouve toujours coincé à couvrir encore cette année pour continuer l'activité et pour que l'année prochaine, en 2026, là où ils vont faire une nouvelle planification, ils vont tenir en compte maintenant des cas qui seront détectés au cours de ces années. C'est à peu près ça. Merci. Merci de les précisions. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bien sûr, Je oui. n'ai pas... C'est un cas particulier du pays et c'est lié, cela devrait être prévu, je comprends. J'espère que d'autres pays pourront prendre les données de l'étude en considération pour affiner l'estimation et surtout la quantification des médicaments nécessaires pour couvrir. Et normalement, il y a aussi un intervalle d'imprévu qu'il faut tenir en considération pour pouvoir couvrir ce genre de situation. Mais j'espère que vous allez trouver la solution à votre problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça, c'est la partie de la solution. Déjà, par exemple, avec cette étude, c'est réduire les réticences qu'on trouve encore par certains programmes de TV qui ne veulent pas encore adopter ces algorithmes. Après,
Quand ils sont adoptés, les adopter de manière plus large. Et après, la planification avec les estimations, parce que dans la plupart des endroits, l'estimation du nombre de cas pédiatriques reste sous-estimée. Et c'est un cercle vicieux. On a encore des proportions très basses de cas pédiatriques qui sont mises, par exemple dans les cas contacts. Et donc, on essaye de leur dire, et par exemple, changer les politiques nationales. Aujourd'hui, dans une politique nationale qui dit il faut faire un test confirmatoire chez un enfant, bah, cette étude aide à appuyer notre argumentation pour leur dire ce n'est pas nécessaire. Et c'est une énorme barrière à l'accès aux soins parce qu'on aura des tests négatifs. Donc, et ces algorithmes sont de bonne qualité et on les a testés dans des contextes très difficiles. Après, il y a la question du coût. Et ça, c'est très compliqué. Mais au moins leur dire qu'il y a une évidence suffisante pour changer une politique nationale qui peut vraiment faire une barrière à l'accès au traitement. Donc, merci à tout le monde. On a dépassé le temps. Donc, je remercie encore vos questions et je remercie à toute l'équipe de recherche qui a présenté aujourd'hui, en particulier à nos collègues qui ont présenté donc, sur nos pays. Donc, merci beaucoup à Elena, à Émilie, à Sophia, à Angéline, à Farouk et à Jasmine qui ont présenté. Et merci à tous les participants de rester en lien sur cette problématique et en faire un sujet dans vos projets pour en parler. Merci beaucoup à tous.